Bon matin tout le monde. Merci de vous joindre à nous certains d'entre vous peut-être pour une deuxième semaine de suite. Ce matin, on va parler de la gestion de crise, en fait, de la communication en période de crise. L'idée nous est venue de développer ce webinaire suite à l'activité qu'on a fait la semaine dernière, suite à laquelle on a remarqué qu'il y avait beaucoup de questions par rapport à la communication, par rapport à l'interaction avec les gens et comment s'occuper, comment encadrer nos employés, les membres de nos équipes. On s'est donc dit que, vu l'intérêt, ça serait intéressant de faire un webinaire qu'on dédierait 100% à cette question-là. C'est donc ça ce qu'on va faire ce matin. Et donc, l'objectif de notre webinaire ce matin est de partager, d'échanger sur des mesures tactiques et concrètes en matière de communication empathique que vous allez pouvoir rapidement appliquer au sein de vos organisations. Évidemment, le but est d'avoir une discussion, d'avoir un échange. Et donc, un peu à l'instar de la semaine dernière, on va faire un premier 45 minutes pendant lesquelles on va présenter les astuces, les tactiques qu'on vous propose et laisser donc un 15 à 20 minutes de questions dans lesquelles on va pouvoir interagir. En plus de ça, on va aussi avoir un petit format un petit peu différent parce que Julie Lachaine, qui est vice-présidente transformation humaine et expérience employée, se joint à moi et en fait va vous présenter, parce que c'est elle l'experte dans ce domaine-là, va vous présenter son expérience et ses trucs et astuces qu'elle donne à ses équipes et qu'elle applique pendant ses projets. Alors, bonjour Julie. Bonjour tout le monde. Ça va bien? Oui, absolument. Donc, vous comprendrez évidemment que dans le contexte, Julie et moi ne sommes pas dans la même pièce. Alors, moi, je suis chez moi sur la Rive-Sud et Julie est chez elle à Ville-Saint-Laurent. Et donc, comme je disais, moi, je vais passer un petit peu à travers la première portion de la présentation. Et ensuite de ça, je vais monitorer, en fait, les questions que vous allez poser. Et au besoin, tout dépendamment si le temps nous le permet, ben, je vais les poser comme ça, je vais les soulever à Julie à brûle-pourpoint. Donc, ça, c'est le webinaire qu'on va faire aujourd'hui. Si on peut aller à la prochaine. Donc, avant d'aller plus loin, il y a énormément de webinaires, il y a énormément d'activités, d'informations qui est communiquée. Aujourd'hui, le webinaire va réellement se concentrer sur les bonnes pratiques en matière de communication à l'intérieur de nos équipes. La dimension médiatique du COVID-19 ne sera pas abordée. Et aussi, il existe beaucoup de webinaires en ce moment sur les bonnes pratiques en matière de télétravail. Ce n'est pas le volet qu'on va aborder. Il y a certains éléments qui s'approchent des manières de travailler, mais on ne veut pas parler du télétravail en tant que tel. Et finalement, point aussi hyper important, on va mentionner quelques technologies au fil de la présentation, mais elles ne le sont qu'à titre d'exemple. Talsom, on n'est pas un revendeur de technologie et donc on ne retire aucun gain monétaire de souligner ou de préciser une technologie. En fait, je ne l'ai pas dit, Talsom, on est une firme de conseil en management stratégique. On aide nos clients à se transformer au niveau humain, technologique et environnemental. Et c'est donc un peu d'utiliser les approches qu'on utilise en mode transformation, en mode projet, appliquées à la période de crise auquel nous faisons face. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est premièrement, donc, on va parler petite mise en situation et ensuite de ça, évidemment, on tombe dans le vif du sujet, les tactiques de communication selon vos besoins et on se garde une période de questions à la fin. Donc, juste pour se situer un petit peu, là, la semaine dernière, ce qu'on a proposé, c'est que quand on regarde une crise, quand on aborde une crise, il y a trois grandes phases. Il y a la phase de réaction, il y a la phase de maîtrise et il y a la phase de reprise. Ce qu'on voit en ce moment, c'est qu'on est en train de sortir de la phase de réaction qui a duré 2 semaines. Donc là, les entreprises ont repris leur base,
on comprenne un petit peu plus l'environnement dans lequel on va devoir opérer pendant les prochaines semaines, prochains mois, et donc sont en train de s'organiser à plus long terme. D'où justement aussi l'importance d'être en mesure de bien communiquer les changements qui vont être un peu plus durables que ceux auxquels nos équipes ont fait face dans les prochaines semaines. Donc, comment est-ce qu'on les communique et comment est-ce qu'on va encadrer les gens au fil des prochaines semaines, des prochains mois et des prochains événements. Avant de passer la parole à Julie, j'aimerais parler d'un concept que j'ai déjà mentionné une fois, qu'on entend parler énormément de plus en plus depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, et dont on va aussi parler dans le reste de la présentation, et c'est celui de l'empathie. On parle de l'empathie parce que quand on parle de communiquer, c'est très important d'être en mesure de se mettre dans la position, dans la posture mentale de la personne ou des personnes à qui on veut parler, pour être en mesure d'ajuster notre discours et d'être capable de comprendre comment ça va les toucher et comment ça peut les affecter. L'empathie, en fait, c'est tellement important que c'est maintenant un des 10 soft skills les plus importants recherchés chez les gestionnaires et les dirigeants et dirigeantes d'entreprise. C'est donc hyper important d'y penser et de comprendre ce que c'est réellement l'empathie. Donc, la capacité à se mettre dans la peau, dans la position de la personne à qui on parle, de notre interlocuteur. Alors, sur ce, Julie, je vais te passer la parole pour que tu nous donnes tes trucs. Yes, merci beaucoup Olivier. Bon matin tout le monde. Donc, avant de se lancer dans le cœur des tactiques de communication, je voulais prendre le temps de mettre la base en vous présentant 2 diapositives un petit peu plus conceptuelles, mais pour qu'on ait ça en tête quand on regarde nos mesures qui sont plutôt tactiques. Donc, Olivier a parlé d'empathie. C'est effectivement un concept extrêmement important en matière de communication, particulièrement dans un moment de crise comme celui qu'on vit en ce moment. Et avoir une communication empathique, essentiellement, ça vise à établir une relation qui est sincère et qui est authentique entre l'émetteur et le récepteur d'un message. Ce que vous voyez à l'écran, là, c'est le flow typique de communication. Je vous apprends rien avec le fait qu'il y a un message qui est émis, un message qui est reçu. Mais quand on est dans un contexte comme le nôtre où la très, très grande majorité des membres de l'équipe sont en mode virtuel, bien, il y a le concept où le canal devient extrêmement important, en fait. Parce que à travers ce canal-là, il peut y avoir du bruit et il peut y avoir aussi des barrières, ce qui fait que le message qu'on a émis versus le message qu'on va recevoir va être altéré ou va être différent. Et ce bruit-là ou les barrières, vous les avez au bas de l'écran, il y en a 5. Il y a d'abord le langage. Et puis, le langage, quand on est en mode complètement virtuel, on s'en rend parfois pas compte, mais parfois on utilise des expressions, des mots qui peuvent justement interférer dans le message. On peut utiliser des acronymes ou des termes spécifiques, des abréviations, qui fait en sorte que justement la personne qui reçoit le message a de la difficulté à interpréter nos propos. Il y a d'autres barrières qui sont d'ordre plutôt culturel, au niveau du genre, au niveau du statut hiérarchique aussi. Encore une fois, dans une organisation, bien qu'on aime ça souvent éliminer la hiérarchie ou aplatir la pyramide, il en demeure pas moins qu'il en existe une. Et parfois, ben, ça peut influencer essentiellement la façon dont on reçoit les messages. Et bien évidemment, la séparation physique, le fait que nos gens ne sont pas face à face ou physiquement ensemble, ben parfois ça met du bruit parce qu'on n'est pas capable de bien décoder les émotions qui sont derrière les messages qu'on veut lancer. Le deuxième aspect conceptuel dont je voulais vous parler ce matin, c'est une courbe, celle que vous voyez à l'écran, une courbe typique qu'on utilise en gestion de changement, en fait que moi j'utilise beaucoup dans mes interventions et qui je trouvais s'appliquait fortement, en fait, à notre concept en ce moment de communication en mode de gestion de crise. La courbe que vous voyez, c'est celle de John Fisher, qui est bien connu dans le milieu de la gestion de changement. Et ce que je trouvais intéressant de cette courbe-là, c'est que vous avez au bas de la courbe plusieurs sentiments que vos membres d'équipe vont probablement vivre. Des sentiments comme le choc, l'anxiété, la peur, la colère,
peut-être même la culpabilité. Hein. On va arriver dans des situations où peut-être que dans vos organisations, vous avez dû faire des choix difficiles, à mettre à pied des gens de façon temporaire. Donc, il y a des gens qui, évidemment, vont être déçus que ce soit eux qui soient mis à pied temporaire, mais vous en avez peut-être d'autres qui vont se dire « c'est moi qui reste au bureau » et donc coupable de se sentir choyé finalement de rester et d'avoir un travail. Vous allez peut-être avoir des employés qui vont vivre des moments extrêmement difficiles de dépression. Il ne faut pas sous-estimer la détresse psychologique que peut amener toute cette crise-là. Et on l'espère qu'à un moment donné, une fois qu'on va avoir touché le fond, que tout ça va remonter et va tendre à être plus positif. Ce que Fisher a fait avec sa courbe, c'est qu'il a aussi identifié des actions concrètes qu'on peut faire à travers cette courbe-là pour essayer de mitiger, dans le fond, les différents sentiments que les individus peuvent avoir. Et ces actions-là sont en vert. Donc, on parle d'informer, d'écouter, de prendre action, de soutenir, de suivre et de reconnaître. Alors, la présentation qu'on va vous faire aujourd'hui va essentiellement donner des trucs autour de ces actions-là. Plus particulièrement, ce qu'on va faire au niveau des tactiques de communication, la présentation va toujours être présentée de la même façon. À gauche, vous allez avoir une question, un besoin que vous pourriez avoir en tant que dirigeant ou gestionnaire. Et à droite, vous allez avoir nos conseils, nos pistes de solutions que vous pouvez mettre en place très rapidement dans vos organisations et de façon très concrète. Donc, la première action que Fisher mentionnait était de tenir informés les gens. Et c'est ce qu'on vous explique ici. Comment je peux faire pour tenir les membres de mon équipe informés et être davantage proactif dans la transmission d'informations? Et ça, la solution qu'on vous propose, c'est de faire des appels à une fréquence qui est régulière avec les membres de vos équipes. Et je pense que le meilleur exemple qu'on a de communication à fréquence régulière, en fait, elle vient de notre gouvernement québécois avec notre premier ministre, M. Legault, et ses acolytes. À tous les jours, à 13 heures, il y a une conférence de presse. Ça, ce que ça fait, le fait que c'est régulier, le fait que c'est à heure fixe, le fait qu'on a un agenda qui est constant, que les journalistes ont la possibilité de poser des questions, ça fait en sorte qu'on amène une certaine prévisibilité, on amène une confiance, ça amène une confiance envers les citoyens et ça permet de gérer des attentes parce qu'on le sait qu'à tous les jours, à 13 heures, il y aura cette conférence de presse-là. Eh bien, vous, dans votre organisation, vous pouvez mettre en place un mécanisme exactement similaire à ça. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a fait chez Talsom. À tous les jours, de notre côté, à 16 heures, Olivier prend la parole à l'ensemble des employés et l'agenda est toujours le même. C'est celui qu'il y a dans l'encadré que vous avez sur la diapo. On fait un bref retour sur l'actualité de la crise. On fait un bref retour sur l'actualité par rapport à notre entreprise. Donc, de notre côté, qu'est-ce qui arrive avec nos différents clients? Qu'est-ce qui arrive avec nos différents projets? Est-ce qu'on a des éléments à souligner par rapport à certains membres de l'équipe? Et on termine avec une bonne nouvelle du jour pour essayer, malgré ce contexte-là qui est difficile, de se donner un twist positif. Donc, cet appel-là est à 16 heures. Dans notre cas, il dure 30 minutes. Parfois, il est plus court, parfois, il est plus long parce que, comme je vous le mentionnais, on donne la possibilité aux gens de poser des questions. Et on fait ça vraiment depuis le début de la crise pour en avoir parlé à plusieurs des membres de l'équipe. C'est une mesure qui est extrêmement appréciée parce que ça dénote un niveau de transparence et encore une fois, ça permet de mettre en confiance les gens. Je vous disais que c'était à tous les jours. Ben là, on a réalisé justement hier qu'on commençait à manquer un peu de sujet. Donc, on a décidé d'espacer cet appel-là, ce qui va se faire maintenant à partir de la semaine prochaine, 3 fois semaine, les lundis, mercredis, vendredis. Donc, je pense que c'est à vous à voir la durée, la fréquence, selon les besoins, selon les types d'informations que vous avez à communiquer à l'ensemble de l'équipe. Mais l'important, c'est la régularité à travers tout ça. Donc, ça, c'était la première tactique de communication. Deuxième tactique qu'on a pour vous aujourd'hui, et il y en aura 10 en passant,
C'est la celle-ci. J'aimerais donner des moyens à mon équipe pour qu'ils puissent poser leurs questions et partager leurs préoccupations. En fait, si vous voulez être au courant de ce que vos employés pensent, comment ils se sentent, ben, il faut évidemment leur parler. Je vous apprends rien là-dedans. Donc, c'est essentiellement de se planifier du temps avec chacun d'entre eux et de ne pas hésiter à impliquer d'autres ressources. Vous, en tant que gestionnaire, vous n'avez pas à être le seul et unique point de contact avec vos employés. Vous avez, par exemple, probablement une équipe de ressources humaines ou une personne dédiée aux ressources humaines au sein de votre organisation. Bien, impliquez cette personne-là aussi pour que cette personne-là aille chercher de la rétroaction, aille chercher justement de voir comment votre employé se sent. Puis il faut savoir que parce que vous êtes un gestionnaire, ça se peut que l'employé ne soit pas à l'aise de tout vous raconter, dépendamment de la relation que vous avez avec lui, puis encore une fois, parce que veut pas, il y a une hiérarchie. Donc, d'aller avoir une deuxième personne ou une troisième, dépendamment de la structure de votre organisation, qui vient parler à votre ressource, bien, ça vous permet d'avoir un pouls réel de ce qui se passe. Ce qu'on vous propose, ben, c'est dans le fond de créer des appels individuels qui sont planifiés directement par vous ou par vos RH. Donc, de vous planifier du temps avec votre employé, faire en sorte que ça soit dans le calendrier. Un petit touch point, ça n'a pas besoin d'être long, mais encore une fois, pour aller chercher leurs préoccupations et leurs questions. Et sinon, une autre technique que vous pourriez appliquer, c'est de rendre disponibles des plages dans votre calendrier ou dans celui de votre personne aux ressources humaines pour que l'employé choisisse le moment où il aimerait ou elle aimerait vous parler. Il existe entre autres des outils en ligne comme l'outil Calendly qui permet essentiellement de mettre vos plages de disponibilité et l'employé peut aller sélectionner la plage de son choix et automatiquement, il y a une invitation qui va être générée dans les calendriers autant de l'employé que du gestionnaire ou de la personne des ressources humaines, par exemple. Donc, l'outil gère les invitations, mais permet vraiment de voir les plages qui sont disponibles. La version gratuite vous permet là, de faire quand même pas mal de fonctionnalités. En tout cas, nous, on l'utilise à l'interne, puis ça fonctionne très, très bien. Et finalement, ben, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer d'aller prendre le pouls à travers des touchpoints informels. Donc, ça n'a pas nécessairement besoin d'être dans le calendrier pour parler à nos gens. Mais en même temps, vous savez, en tant que gestionnaire, je ne sais pas comment vous vivez ça en ce moment. Moi, de mon côté, je suis bookée mur à mur. Je passe ma journée au téléphone, littéralement. Et j'ai l'impression que si je ne mets pas dans mon calendrier un moment où je vais contacter les gens de l'équipe, ben malheureusement, j'arrive à la fin de la journée, il est rendu 18 heures, puis il est rendu trop tard pour faire ça. Donc, c'est pour ça que de mon côté, je préfère vraiment le mettre dans le calendrier pour me forcer et m'obliger à faire cet exercice-là. Je vous invite, je prends une petite pause. Si jamais vous avez des questions, des commentaires, n'oubliez pas d'utiliser la fonction du chat qui est à droite de vos écrans. Olivier va s'occuper bien évidemment de monitorer tout ça et de m'interrompre au besoin. Je suis fidèle au poste. Il y a eu d'ailleurs quelques petites questions qu'on a répondu en ligne aussi, là, donc ça va bien. Ça fonctionne. Merci. Merci, Olivier. En lien avec la question précédente, on parlait de connaître les préoccupations de nos employés, mais comment on peut prendre le pouls de façon très concrète? Donc, on a parlé évidemment des rencontres qu'on pouvait se booker. Vous pouvez aussi utiliser des outils qui mesurent la mobilisation de vos employés. Nous, chez Talsom, par exemple, on utilise l'outil Office Vibe qui nous permet, en fait, avec des petites questions, que les employés répondent à ces questions-là et que nous, on aille justement le pouls de comment ça se passe. Ça se peut que dans vos organisations, vous n'ayez pas d'outils comme celui-là. Alors, je vous ai mis quelques questions intéressantes à poser dans le contexte de la crise. Des questions que vous pourriez poser de différentes façons. Donc, vous pourriez, par exemple, utiliser un outil de sondage. Il y en existe plusieurs. Je pense, entre autres, à Typeform, si vous avez la suite Office, ou à SurveyMonkey, un outil en ligne. Mais des questions du style, à quel point la charge de travail est adéquate avec ta nouvelle réalité de télétravail?
À quel niveau évalues-tu la fréquence ou la qualité de nos rencontres? À quel niveau évalues-tu ta motivation? À quel niveau évalues-tu le soutien de l'organisation, de l'équipe, de ton gestionnaire dans cette situation? Donc ça, c'est des questions que l'employé pourrait facilement répondre sur une échelle de 1 à 10. Et je pense que c'est important d'avoir des questions ouvertes du style, et à la fin de la journée, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Si tu me dis que ta charge de travail, elle est inadéquate en ce moment, bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour modifier ça? L'idée derrière ça, c'est que si on prend le pouls de son équipe, on va avoir évidemment de la rétroaction. Ben, il faut agir quand on reçoit cette rétroaction-là. Donc, si l'employé nous dit « ma charge de travail, elle est présentement complètement inadéquate », vous recevez ce feedback-là, ben vous, c'est à vous en tant que gestionnaire de reprioriser, d'assigner les tâches différemment ou de pouvoir trouver une façon d'aider l'employé pour que ça devienne beaucoup plus réaliste. Je pense que de façon générale, en tout cas, je m'inclus là-dedans, en ce moment, il y a une grande période d'adaptation. On n'est pas habitué d'être 100% en télétravail, on n'est pas habitué d'être dans un contexte de crise. Donc, je pense que là, les 2 dernières semaines, ça a été de l'adaptation. Ça se peut que si vous sondez vos employés, certains d'entre eux, en ce moment, ils n'ont pas encore trouvé leur X. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que gestionnaire pour pouvoir aider là-dedans? Je vous parlais d'un sondage, ben vous pouvez aussi bien évidemment prendre le pouls des employés, poser ces questions-là dans vos touchpoints. Donc, qu'est-ce qu'on discutait à la diapo précédente? Si vous voulez savoir comment ça se passe avec vos employés, ben peut-être que c'est ces questions-là que vous posez. Et moi, je vous dirais que ce qui est super important, c'est d'activer votre caméra. Il y a une grande portion de la communication qui se fait à travers le non-verbal. Et si vous êtes seulement dans une conversation purement téléphonique, purement vocale, vous allez manquer une grande partie de l'émotion qui se cache derrière tout ça. Donc, très, très important, c'est d'ouvrir la caméra, la vôtre et celle de l'employé à qui vous parlez, pour être certain de capturer vraiment toute l'essence de son émotion derrière. Finalement, un dernier truc que je pourrais vous partager, que nous-mêmes, on applique souvent dans nos rencontres chez Talsum, c'est de faire au début d'une réunion ce qu'on appelle un tour de table, dans ce cas-ci virtuel, mais avec un one-word opener. Donc, en français, je pourrais dire un mot d'ouverture. Essentiellement, c'est de demander à chacun des membres de l'équipe de nommer un mot qui représente comment cette personne-là se sent. Donc, c'est pas obligé d'être une émotion. Moi, aujourd'hui, ça serait, mettons que j'aurais à vous donner mon mot, là, ça serait vendredi. Parce que, merci, c'est la dernière journée de la semaine. Ça a été une grosse semaine. J'ai bien hâte au week-end. Donc, le fait de demander ce mot-là à chaque membre de votre équipe, ça va vous donner essentiellement aussi une très bonne indication sur comment cette personne-là se sent en ce moment. Donc, ça, c'était concernant comment prendre le pouls de son équipe. Ensuite, une autre tactique dont on voulait vous parler, c'est comment communiquer pour réduire le stress chez les membres de l'équipe. Et ça, c'est pas une question facile parce que le stress, il se vit de plusieurs façons dans un contexte de crise. Il vit évidemment et premièrement, je pense, dans ton contexte familial. Hein, c'est complètement une autre dynamique. Moi, j'ai les enfants à la maison, mon mari travaille encore, les deux, on se partage différentes pièces dans la maison. Fait que la communication est très importante au sein même de la famille. Elle se vit au niveau évidemment professionnel. Hein. Nos tâches ont été, la façon dont on les réalise ont été modifiées. Vous avez peut-être perdu des collègues parce qu'ils ont été mis à pied de façon temporaire. Ça se vit aussi au niveau de l'industrie. Il y a des industries qui sont complètement arrêtées en ce moment, d'autres qui, au contraire, ont vraiment la pédale dans le tapis parce qu'ils sont considérés comme étant des besoins essentiels. Donc, le stress, c'est quelque chose de très particulier. Et nous, on voyait essentiellement 4 pistes pour l'adresser au niveau des communications. Je vais vous les nommer, ces 4 pistes-là, puis après ça, on va les voir dans le détail. Il y aura une diapositive pour chacune d'entre elles. Première piste, il faut réduire l'ambiguïté. Il faut être empathique, le mot du jour. Il faut être courageux et transparent.
Et finalement, il faut être mobilisant. Premier truc pour réduire le stress, il faut réduire l'ambiguïté. Vous savez, l'ambiguïté, là, ça, c'est des gros mots, hein, tout ça, là, c'est des gros termes, là, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? L'ambiguïté pour nos gens, là, c'est tout le phénomène de nouveauté et tout le phénomène associé au manque de contrôle. Et puis, dans des situations comme on vit aujourd'hui, il y a beaucoup de nouveautés et beaucoup de manque de contrôle et donc beaucoup d'ambiguïté. Notre rôle en tant que gestionnaire, en tant que dirigeant d'entreprise, c'est d'essayer de donner toute l'information disponible, d'être transparent, de communiquer fréquemment pour justement essayer de réduire cette zone-là d'ambiguïté. Et puis, par exemple, si j'ai un membre de l'équipe qu'on a dû mettre malheureusement sur une mise à pied temporaire, ben une des questions que le membre de l'équipe va avoir, c'est ben combien de temps je vais rester en chômage temporaire? Ben, en toute transparence, en tant que dirigeant, en tant que gestionnaire, vous l'avez pas, cette réponse-là, à l'heure actuelle. En tout cas, probablement pas. Donc, je pense que c'est encore une fois, dans la transparence, de dire une réponse comme, ben, je ne le sais pas. Je vais te tenir au courant au fur et à mesure que la situation évolue. Et je pense qu'il faut même y aller un petit cran plus loin en se disant, ben, moi, je m'engage à te redonner des nouvelles à telle date. Et à telle date, vous recontactez l'employé et vous lui donnez un statut. Si le statut n'a pas changé, soit, ben au moins, vous gérez encore une fois les attentes et vous engagez à avoir un autre statut un petit peu plus tard. Mais tout ça dans le but de réduire l'ambiguïté. Deuxième tactique pour réduire le stress, c'est d'être empathique. En fait, ben là, je vous cache rien, là, cette situation-là, là, c'est éprouvant pour tout le monde. Et puis, il faut essayer de partager clairement quelles sont nos attentes en tant que dirigeant d'entreprise, en tant que gestionnaire, et de se montrer compréhensif. Je pense que le meilleur exemple, en tout cas moi je le vis personnellement, c'est que en ce moment, j'ai 2 enfants à m'occuper à la maison en plus de travailler. Ben, il faut tenir compte de cette réalité-là. Je pense qu'en tant que gestionnaire, faut être à l'écoute, faut prendre note du besoin et de revenir à l'employé si on n'a pas tout de suite la solution. Et il faut être capable d'écouter et finalement de s'ajuster là-dedans. Donc, c'est important d'essayer de mettre des standards qui deviennent réalistes pour les employés. Parce que c'est pas vrai que le 40 heures habituel de cet employé-là, qui avait un certain niveau de performance, va être le même dans ce contexte-là actuel. Donc, il faut... Oui. Vas-y. J'ai une question que j'aimerais te soulever. OK. Laisse-moi juste finir mon idée. J'allais juste dire, il faut se mettre des standards réalistes, puis parfois, il faut être empathique avec l'employé pour l'aider à peut-être réajuster ces standards-là. Parce que l'employé, lui, peut-être qu'il continue de vouloir performer au même standard, mais clairement, avec la situation actuelle, c'est peut-être pas possible. Donc, c'est de l'accompagner à travers tout ça et de s'ajuster de part et d'autre. Olivier, je t'écoute. Oui. Donc, on parle beaucoup des employés, le focus est sur les membres de l'équipe, mais en fait, qui prend soin des gestionnaires qui prennent soin de leurs employés? Comment tu vois ça? Une excellente question. Je pense qu'entre gestionnaires, on a un petit devoir de se faire des check-in entre nous, hein. Moi, j'appelle mes collègues, je veux savoir comment ils vont. Fait que je pense que latéralement, on a un petit devoir. Puis je pense qu'il faut être sévère envers nous-mêmes, hein. Il faut s'appliquer sa propre sauce et sa propre recette. Moi, je parle pour moi, là, c'est un défi de tous les jours. En ce moment, je suis pas très bonne là-dedans. Mais là, la semaine prochaine, là, en tout cas, j'ai tous les beaux trucs là, que moi, je vous partage aujourd'hui. J'essaie de les mettre en application pour moi-même dans mon propre agenda pour la semaine prochaine. Puis Olivier, je serais curieuse d'avoir ta perspective là-dessus. Ben, je pense que ce que tu as dit là, de l'échange entre pairs, je pense qu'il est hyper important, puis je pense qu'il faut le formaliser en ce moment. C'est-à-dire de faire des forums de gestionnaires où les gens vont se rencontrer et vont parler de leurs difficultés et des différentes situations. Dans nos organisations, on a souvent des silos.
Donc, c'est aussi l'occasion de briser ces silos-là, s'assurer que la personne, le gestionnaire ou la gestionnaire qui est aux finances va parler avec celui ou celle qui est au marketing, à la production. Et donc, juste de donner un espace pour dire, OK, j'ai vécu telle situation où je me sens de telle manière. En partant même avec le One Word Opener, ça va permettre d'aller prendre le pouls d'aller prendre le pouls des gestionnaires, puis après ça, d'orienter les discussions. C'est la première chose que je dirais, puis évidemment, donc de faire ça, de créer cet espace-là où les gens vont pouvoir échanger entre eux. Absolument. Absolument. Ensuite, sur notre lancée de comment on réduit le stress à travers nos communications, c'est d'avoir des communications où on est courageux et où on est transparent. Les principales préoccupations là, des employés en ce moment, c'est évidemment, numéro 1, leur santé. On veut évidemment que tout le monde reste en santé. Et deuxième préoccupation, leur sécurité d'emploi. C'est ça que les gens ont en tête en ce moment. Donc, il faut idéalement être capable de communiquer les informations à ce sujet-là de façon très transparente et le plus rapidement possible. Donc, si on a des mauvaises nouvelles à communiquer, il faut le faire sans détour, aller droit au but, pas passer par midi à 14 heures pour expliquer toute la rationnelle et finalement arriver à la conclusion. Je pense que parfois, les employés se doutent des mauvaises nouvelles, donc d'y aller vraiment là, rapidement avec la conclusion et de ne pas mettre l'emphase sur soi. En tant que gestionnaire, c'est pas facile d'annoncer des bonnes nouvelles, mais si on met l'emphase sur nos sentiments, on n'a pas le focus au bon endroit. Il faut être vraiment centré sur ce que l'employé vit et non pas ce que nous, on vit. Et puis, de ne pas hésiter essentiellement à partager les nouvelles au fur et à mesure. Je pense que le volet important, là, la transparence, là, je pense qu'on ne peut pas assez souligner à quel point c'est important en ce moment. Les gens, l'information vient de toutes parts. Donc, je pense qu'il faut dire les choses, il faut dire les vraies choses, il faut expliquer comment sont les choses, comment évolue l'entreprise, pas sous-estimer la capacité des gens à le comprendre puis à le rationaliser. Souvent, on a ce réflexe-là en entreprise de vouloir masquer ou maquiller l'information, y donner une twist. C'est plus le temps maintenant de donner la twist. Disons les choses comme elles sont. Puis c'est assez surprenant ce qu'on est capable d'aller même tirer comme innovation, comme intelligence collective quand on partage l'information. Je vais me permettre, là, Julie, il y a quelqu'un là qui a répondu à la question par rapport aux gestionnaires. Donc, il dit, de notre côté, les gestionnaires sont pris en charge par l'équipe du capital humain et ils ont également un groupe sur une plateforme collaborative pour échanger et partager. Très bonne idée. Merci. Merci pour votre suggestion. Dernier volet, qui concerne la communication pour réduire le stress, c'est d'être mobilisant. En fait, le travail à distance, là, ça change vraiment nos habitudes de travail et souvent, quand on est au bureau ensemble, on prend le temps de se dire merci, on prend le temps de souligner les bons coups. Je pense que quand on est dans une situation complètement virtuelle, il faut forcer ces moments de rétroaction-là. Il faut le faire de façon plus fréquente pour sentir que les membres de l'équipe, pour qu'eux sentent qu'ils font un bon travail. Une technique pour faire de la bonne rétroaction, happy, être authentique, précis, instantané. Donc, par exemple, de dire à un employé, hey, ça n'a pas été facile de sortir ce rapport-là mensuel parce que d'habitude, on le fait ensemble, côte à côte. Merci pour ton souci du détail, c'est très clair, sans erreur. Fait que prendre le temps de le dire verbalement, de prendre le temps aussi de le faire par écrit. On oublie ça, mais les écrits restent, hein? Fait que si vous avez un bon coup à souligner, de ne pas hésiter à prendre le temps de l'écrire. Pendant que tu passes à la prochaine, il y a aussi une question qui a été soulevée. Exemple d'adaptation pour l'employé avec 2 enfants à la maison. J'aimerais ça peut-être avoir une précision par rapport à la question. C'est M. Brunel qui l'a posée. Est-ce que vous voulez dire des adaptations dans les modes de travail ou des adaptations par rapport aux attentes
qu'on peut avoir. C'est que si vous pouviez le préciser, puis après ça, on pourra l'aborder. Merci, Julie. Yes, parfait. Je vais me lancer dans la prochaine tactique, Olivier, puis après la prochaine diapo, tu me diras si M. Brunet nous a donné plus de précision. Parfait. Donc, prochaine tactique, sujet très intéressant, comment avoir des conversations difficiles à distance. Et là, on vous a préparé en fait une petite recette en 6 étapes. Je vais prendre le temps de vous lire les 6 étapes et encore une fois, on va avoir une diapo pour chacune d'entre elles avec un peu plus de détails. Donc, quand on a une conversation difficile, il faut d'abord préparer sa discussion à l'avance. Il faut, on revient encore sur ce concept-là, activer sa caméra, inviter l'employé à réagir à cette nouvelle information, se concentrer sur ce que l'employé vit, manifester notre empathie sans devenir sympathique et finalement faire un suivi par la suite. Donc, quand on a des conversations difficiles, c'est important de planifier, de préparer cette discussion-là. Donc, c'est d'identifier les éléments qui sont essentiels à être communiqués et d'anticiper la réaction que va avoir l'employé par rapport à cette nouvelle-là. Donc, c'est pas de planifier tout l'argumentaire. Si l'employé me dit ça, là, je vais dire ça. S'il me dit ça, je vais dire ça. C'est en fait de se mettre dans un état d'esprit où on va être prêt à accueillir sa réaction. Donc, par exemple, si je dois donner de la rétroaction à mon collègue pour un livrable qui n'est pas à la hauteur des attentes et que je sais que ce collègue-là a tendance à être une personne extrêmement réactive, extrêmement bouillonnante de façon générale, ben, il faut que moi, je me prépare à ce que l'employé réagisse de cette façon-là et puis que, dans le fond, je me mets dans un état d'esprit que ça va peut-être arriver qu'il va sauter une coche quand je vais y annoncer ça, mais comment moi, je vais répondre à travers ça. Donc, de se préparer à l'avance. Deuxième étape, ben, c'est d'activer sa caméra. Je vous le mentionnais un peu plus tôt dans le webinaire, il y a 80% d'une communication qui se passe dans le non-verbal. Si vous êtes au téléphone seulement, il y a des moments de silence qui peuvent arriver une fois que vous annoncez la mauvaise nouvelle. Et les silences sont très difficiles à interpréter si vous ne voyez pas la personne. La personne, elle peut être triste, la personne, elle peut être en colère, la personne, elle peut être soulagée d'entendre la nouvelle. Et ça, vous ne pouvez pas prendre pour acquis c'est quoi l'émotion associée au silence. Tandis que si vous avez la caméra, ben vous allez être en mesure d'interpréter davantage l'émotion. Et même là, des fois, c'est difficile aussi. Donc, ce qui est important, c'est de laisser la personne, de laisser l'employé nommer l'émotion qu'il ou qu'elle vit. Et non pas à vous à dire « Ah ouais, t'es vraiment fâché. Hein? » Mais finalement, peut-être que l'employé est soulagé, comme je vous le mentionnais. Donc d'activer sa caméra, deuxième truc. Troisième truc, c'est d'inviter l'employé. La caméra, je trouve ça aussi, excuse-moi Julie, mais la caméra, oui. Je trouve ça aussi intéressant, même à un niveau personnel, de s'assurer d'activer la caméra le plus souvent possible. Ça nous force aussi à se donner une petite routine comme si on s'en allait travailler. Donc, à penser à ce qu'on va mettre le matin, parce que, bien évidemment, les gens vont le voir. Fait que moi, je trouve que personnellement, ça donne ce volet-là de se dire, ben, je ne peux pas rester complètement en mou, finalement, pendant ma journée de travail. Faut quand même avoir un certain décorum. Fait que ça vient formaliser un peu nos journées de travail. Tu as tellement raison, Olivier. Absolument. Absolument. Troisième étape, comment avoir une conversation difficile, c'est d'inviter l'employé à réagir à cette nouvelle information-là. Donc, nous, en tant que gestionnaire, c'est d'exprimer clairement et succinctement la nouvelle. OK? Pas passer par 4 chemins, on l'a déjà dit, mais d'inviter par la suite l'employé à exprimer comment il reçoit cette nouvelle-là. Est-ce qu'il y a des éléments que tu aimerais que je clarifie? C'est d'avoir des questions ouvertes qui incitent le dialogue, finalement. Quatrième étape, c'est de se concentrer sur ce que l'employé vit. En fait, les annonces, là, c'est pas facile, hein, ça vient avec son lot d'émotions et il faut être capable de se recentrer sur l'émotion de l'employé et non pas notre émotion à nous.
Et puis, encore une fois qu'on a validé comment la personne reçoit cette nouvelle-là, ben on peut normaliser. Et ça, il faut faire attention, c'est pas de banaliser, hein, mais de dire effectivement, hey, c'est normal que tu te sentes seule parce qu'en ce moment, effectivement, tous tes collègues sont loin. Et ça amène un côté rassurant. L'employé, à ce moment-là, sent qu'on le comprend. Ensuite de ça, 5e étape, c'est de manifester son empathie sans devenir sympathique. Et là, pour bien illustrer ce propos-là, j'avais envie de vous présenter des contre-exemples. Si en tant que gestionnaire, vous avez dû faire ou vous devrez faire des mises à pied temporaires, ben c'est de ne pas, hein, c'est pour ça que c'est en rouge, dire hey, ça, là, c'était vraiment une mauvaise décision qu'on te laisse aller, t'es indispensable à l'équipe. En tout cas, moi, si j'avais été impliquée dans le processus, t'aurais pas été coupé. Vous avez un rôle de gestionnaire, vous ne pouvez pas prendre position contre votre organisation. Ça envoie un très mauvais message, même si vous n'êtes pas d'accord avec la décision. Votre rôle fait en sorte que vous ne pouvez pas vous mettre dans cette situation-là. Donc, vous pouvez être empathique et non pas sympathique vis-à-vis de certaines des décisions. Et finalement, je pense que c'est primordial de planifier un suivi. Donc, d'officialiser tout ce qui a été dit dans la discussion, l'officialiser par courriel, d'expliquer quelles vont être les prochaines étapes et de confirmer une date où vous allez pouvoir avoir un statut avec l'employé. Donc ça faisait essentiellement le tour des 6 étapes pour avoir une conversation difficile à distance. Julie, avant que tu ailles plus loin, donc il y a M. Brunel qui a répondu, il a dit en fait c'est les deux, donc les deux aspects, c'est parfait. Donc autant par rapport aux attentes qu'on peut avoir envers les employés, autant par rapport aux trucs et astuces. Je pense que les trucs et astuces, il y en a plein. Ça serait même super intéressant d'entendre les gens qui sont autour de la ligne d'écrire les leurs. Je commencerai peut-être, j'offrirai une réponse par rapport aux attentes. Moi, je pense que la meilleure manière de gérer les attentes, c'est de poser la question au départ. Donc, si on sait qu'un membre de notre équipe a des enfants ou vit, peut-être, ça peut être aussi une situation particulière, peut-être qu'il doit prendre soin de quelqu'un qui est isolé, une personne âgée, ben, il faut le poser d'entrée de jeu. Dire, OK, on travaille sur tel projet, tu as tel livrable à me donner. En fonction de ta situation, qu'est-ce que tu penses qu'il est possible de faire? Déjà là, on vient d'ouvrir le dialogue, puis là, la personne, elle se sent écoutée, puis elle dit, ben OK, moi, je pense que je suis capable de rendre ce livrable-là à telle date. Est-ce que ça fonctionne? Donc là, on a un dialogue, puis on peut voir, est-ce qu'on va devoir aider, est-ce qu'on peut bouger la date, ou ainsi de suite. Ça, c'est le truc que je donnerais pour gérer ce volet-là. Truc et astuce pour qu'il y ait des enfants. Moi, j'ai moi-même 2 enfants à la maison, je suis chanceux. Ma conjointe s'en occupe. Mais par contre, je dois dire que il faut aussi, je pense, Julie le disait tantôt, les journées sont très occupées. Il faut donner en tout cas, ce que nous, on fait chez nous, c'est qu'on donne des plages. Je donne des plages dans lesquelles on s'assure d'être là, les deux présents, et aussi des plages où c'est moi, pendant la journée, qui va donner une pause à ma conjointe, puis que c'est moi qui va m'occuper des enfants. Parce que sinon, encore une fois, les journées passent hyper vite, puis on réalise des fois qu'on est moins présent que quand on travaillait à l'extérieur. Donc, moi, ça, c'est un petit truc. Julie, tu en as peut-être un. Ou sinon, ça serait vraiment super intéressant d'entendre les autres. Si vous pouvez écrire vos trucs et astuces, là, tout le monde est preneur, je pense. Oui. Écoute, moi, j'en ai quelques-uns. Je pense que ça dépend de plein d'affaires, hein, quel âge ont les enfants, puis quelle est ta dynamique familiale. Quelques trucs comme ça, on les a tous essayés chez nous. Fait que, par exemple, de dire, ben le matin, c'est, exemple, moi qui est en charge des enfants. Mon mari travaille. L'après-midi, ben on se relaye, c'est l'autre qui prend le relais, qui va travailler, puis l'autre qui s'occupe des enfants. On peut avoir des horaires un peu plus flexibles, de commencer plus tôt le matin. Donc, exemple, le matin, commencer vers 6h30 le travail jusqu'à 1h, puis la personne qui a l'après-midi fait de 1h jusqu'à 18h. Fait que ça, c'est des trucs qu'on peut essayer de faire. C'est sûr qu'en même temps,
les enfants, ben, dans la journée, même si on veut bien les occuper, ben, des fois, ils surgissent, ils veulent de l'attention et c'est tout à fait normal. Fait que je pense que faut être indulgent par rapport à ça, puis diminuer des fois nos attentes ou diminuer nos standards. Ça peut arriver qu'un enfant pop-up au milieu d'un appel conférence, c'est correct. Puis je pense que personne ne nous en tient rigueur à travers tout ça. Sinon, ben c'est ça, les horaires flexibles, bloquer des plages horaires chez nous, c'est ce qui à date fonctionne bien. Mais je vous dirais qu'on est encore en ajustement, en tout cas de notre côté, là. Julie, petit time check, là, il nous reste 14 minutes. D'accord. Il nous reste 3 questions. Je vais accélérer le pas. Puis si jamais on n'a pas le temps de tout couvrir, ben vous aurez évidemment accès à la présentation. Donc, prochaine technique pour améliorer cette fois-ci la cohésion d'équipe. En fait, on veut essayer de limiter la séparation qui est créée par le travail à la maison en misant sur des activités qui sont virtuelles. Donc, je pense que c'est important de garder au calendrier des rencontres d'équipe, des rencontres officielles, hebdomadaires. Et puis, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de créer, si ça n'existe pas déjà chez vous, peut-être des nouveaux forums qui sont inter-équipes. Donc, dans notre cas, chez Talsum, par exemple, on a mis en place, en fait, ça c'était avant même la crise, mais on les perpétue même à travers la crise actuelle. On a des forums chez nous qui sont par niveau, les forums des analystes, les forums des conseillers. Et puis, c'est essentiellement des forums plutôt personnels. C'est pas nécessairement des livrables, des projets qu'on a en commun sur lesquels on travaille, mais c'est des moments d'échange pour que les collègues prennent davantage du temps entre eux et apprennent à se connaître. Parce que nous, on mise beaucoup sur la complémentarité des talents, puis on veut que nos gens, finalement, se connaissent, parce que s'ils sont dans des situations où ils ont besoin d'aide, qu'il y ait le réflexe de penser à parler à des collègues qui sont à l'extérieur de leurs équipes respectives. Donc, ces forums-là ont lieu aussi maintenant à chaque, pas à chaque semaine, mais ont lieu à des fréquences pour permettre ces échanges-là qui sont inter-équipes. Il faut essayer de reproduire les moments informels. Vous savez, au bureau, on a la machine à café, le fameux endroit où on se parle de notre week-end, de ce qu'on a fait la veille. Je pense qu'il faut essayer de reproduire ça, même si on est de façon virtuelle. Dans notre cas chez Talsum, on a littéralement créé depuis la crise un nouveau canal sur un de nos outils de collaboration qui s'appelle Teams. On a créé le canal Espace Café, dans lequel nos employés sont invités à poster les photos de chats, les photos de chiens, de leurs enfants, les jokes sur la COVID-19. Donc, c'est très informel, mais pour permettre ces échanges-là. On en profite aussi pour utiliser ce canal-là pour souligner les anniversaires. C'est pas quelque chose qu'on faisait avant la crise, mais en fait, c'est qu'on le faisait de façon informelle au bureau. Donc, quand c'était l'anniversaire de quelqu'un, généralement, il y a quelqu'un qui va acheter un gâteau ou tout le monde mangeait ensemble à la cafétéria sur l'heure du lunch. Là, on essaye de garder cet esprit-là, puis volontairement, on va aller mettre un post sur cette collaboration-là pour souligner l'anniversaire d'un employé. Finalement, je pense qu'il faut essayer parfois de créer des moments qui sont plutôt ludiques. Chez nous, ça a bien fonctionné. On a fait des lunchs en mode virtuel, on a fait des 5 à 7 en mode virtuel. On a des séances d'entraînement les mardis et jeudis midi. Il y a plusieurs gyms qui offrent des séances d'entraînement gratuits en virtuel. Il y a plusieurs Facebook Live qui sont disponibles. Donc, c'est juste un effet de groupe, dans le fond, de se dire « Hey, on s'entraîne toute la gang ensemble sur l'heure du lunch ». Donc, c'est de créer des moments essentiellement qui vont nous aider à ne pas perdre cette cohésion-là dans l'équipe. Il nous reste 2 petits trucs. Comment on devrait, en fait, rester en contact avec les membres de l'équipe qui ont été mis à pied de façon temporaire. Je pense, en fait, qu'on gagne à garder un lien avec ces employés-là. D'abord, pour favoriser l'esprit de loyauté. Hein, quand l'employé aura à réintégrer l'entreprise, on espère qu'il va rester chez nous. Et puis, l'employé, dans le contexte actuel, on veut maintenir des relations sociales. Hein.
Les collègues deviennent souvent des amis, alors on ne veut pas déconnecter complètement cette personne-là de l'entreprise. Tout ça pour faciliter sa réintégration essentiellement. Donc, Talsom, c'est un bon exemple. On a malheureusement dû faire quelques mises à pied temporaires. Ces gens-là continuent d'avoir accès à nos nouvelles organisationnelles. Donc, ce qui se passe chez Talsom et par courriel, ils sont invités à nos appels conférences de 16 heures. C'est de continuer d'inviter les employés à des rencontres sociales, donc nos lunchs d'équipe, les 5 à 7 virtuels. Et c'est de créer des moments où il y a justement une connexion entre le gestionnaire et l'employé pour prendre des nouvelles, mais aussi donner un statut de la situation. Finalement, il m'en reste 2 encore, je m'excuse. 2 derniers trucs. J'ai besoin de prendre des décisions opérationnelles plus fréquemment qu'à l'habitude. Effectivement, le turnaround time doit être beaucoup plus rapide. Il faut être beaucoup plus agile dans la façon dont on travaille. Je pense que ça vaut la peine de mettre en place des scrums quotidiens. Les scrums, là, ça vient de la fameuse méthodologie agile sans que vous ayez à implanter toute cette méthode-là au sein de votre organisation. Je pense qu'il y a quand même des bonnes pratiques qu'on peut copier, comme par exemple d'avoir des rencontres de 15 minutes, donc des rencontres très courtes qui sont toujours à la même plage horaire avec votre équipe pour couvrir essentiellement les accomplissements de la journée précédente, les priorités pour la journée actuelle et est-ce qu'on a des bloquants qui vont nous empêcher d'atteindre ces objectifs-là pour la journée. Les scrums, c'est généralement des meetings qu'on fait debout. Alors, pourquoi pas les faire debout, même si on est en virtuel, ça change la dynamique et ça nous permet de nous réénergiser. Vous pouvez avoir des scrums sur plusieurs sujets, des scrums par rapport à vos clients, par rapport à vos projets en cours, par rapport à l'alignement des employés en général. Dernier petit truc que j'avais pour vous aujourd'hui. Il y avait une question justement qui avait été posée par rapport à ça. Puis je l'ai scoopé un peu le Scrum parce que j'ai répondu juste avant que tu arrives à la slide. La question était comment s'assurer que l'employé travaille tout de même efficacement? Doit-on être strict ou devons-nous faire preuve d'un léger laisser-aller? Ce à quoi justement j'ai répondu, je pense que la mise en place du Scrum est la meilleure manière de s'assurer que les gens travaillent efficacement parce que ça permet de faire ce suivi-là régulier. C'est aussi un suivi qui est en équipe, donc habituellement, les gens ils se disent, regarde, je veux montrer que moi aussi, je mets l'épaule à la roue. Puis ça permet d'adresser les points bloquants. Donc, je pense que la première chose à faire là, dans ce volet contrôle-là du travail, le Scrum est un bon premier truc. Absolument, absolument. Dernier truc à vous partager aujourd'hui, comment je peux maximiser la performance de mon équipe? En fait, depuis le début de la présentation, on vous parle de communication, que c'est important de communiquer, de le faire de différentes façons, mais en fait, des fois, ça devient même quasiment contre-productif. Puis, je parle pour moi aussi là-dedans, là, je suis littéralement en appel de tôt le matin à tard le soir. Donc, je pense qu'il existe des belles techniques pour améliorer sa productivité et pourquoi ne pas se bloquer carrément des plages dans le calendrier où il n'y a aucune communication permise. Il y a même une technique qui a été inventée par un monsieur qui l'a appelée la technique Pomodoro parce qu'il s'était pris un minuteur, une minuterie dans sa cuisine en forme de tomate. Et sa technique à lui, c'est essentiellement de se cibler 1 ou 2 objectifs précis et atteignables qu'on peut faire à l'intérieur de 25 minutes. Donc, c'est de se bloquer une période de 25 minutes dans son agenda et de se déconnecter de tout, des emails, des textos, pour éviter justement qu'on se fasse déranger puis qu'on peut être vraiment focus sur la tâche qu'on a à accomplir. Donc, une petite technique que vous pourrez mettre en application de votre côté pour être davantage productif. Fait que finalement, on arrive à la fin de cette présentation-là. Je vous dirais qu'il y a un angle mort, en fait, en ce moment, autour de la communication. C'est selon moi qu'il y a énormément de véhicules de communication. En fait, il y en a probablement trop. On est en mode virtuel, donc on a toujours nos courriels qui rentrent, on a les appels sur notre cellulaire, on a les textos, on a énormément d'outils collaboratifs qui se sont mis en place ou qui sont davantage utilisés à cause du contexte actuel. Ça fait qu'on est extrêmement sollicité. Alors, c'est important de bien choisir son canal, mais aussi de s'assurer parfois qu'on a une confirmation des éléments dont on a discuté. Donc, n'hésitez pas à mettre par écrit, par exemple, dans un courriel, un résumé de la conversation que vous avez eue
pour être certain là, que tout le monde soit sur la même longueur d'onde et qu'il n'y ait pas justement d'ambiguïté dans vos propos et que le message entre l'émetteur et le récepteur se rende bien, comme on l'a vu dans la théorie un petit peu plus tôt. Donc, ça fait le tour. J'espère que vous avez apprécié. Notre objectif, c'est Julie, on a une dernière petite question. Il y a une autre question oui. qui est rentrée. Merci beaucoup. C'est vraiment super intéressant. L'angle mort, avant de passer à la question, là, je le soulignerai là, encore une fois. La quantité d'informations qui circulent à l'intérieur des organisations, mais qui nous vient de l'extérieur. Je suis sûr que la plupart des gens sont abonnés à plein de fils de nouvelles. Donc, on est submergé d'informations. S'assurer qu'on se met, s'il y a un endroit où il faut se mettre des règles, comme a dit Julie, c'est par rapport à, OK, c'est quoi le canal officiel? Un texto, des fois, dans l'ancien monde, ça pouvait fonctionner. Maintenant, je pense que ça ne peut pas fonctionner. Allons-y vers le courriel, revenons vers l'officiel. Donc, quelqu'un qui nous pose une question qui nous ramène probablement au volet empathie versus sympathie. Peut-on penser d'aller jusqu'à démontrer notre réelle émotion ou doit-on, comme gestionnaire, les contrôler? Qu'est-ce que tu en penses? C'est une bonne question. J'aurais tendance à dire que ça dépend. Ça dépend du message que vous avez à passer et du contexte. Là. Mais, tu sais, la sympathie, là, c'est quand on bascule de l'autre côté, hein, qu'on devient plus triste ou même fâché d'une situation que l'autre vit. Et à un moment donné, en tant que gestionnaire, quand on a des mauvaises nouvelles à annoncer, on peut pas vivre l'émotion pour l'autre. Hein. C'est une nouvelle qui nous concerne, mais qui touche, qui impacte l'autre. Je pense que la ligne est parfois mince, mais en même temps, on est tous des humains. Fait que je pense qu'on peut pas détacher l'émotion de l'humain, ça serait pas correct non plus. Là. Donc, ouais, c'est pas clair ma réponse dans mon ça dépend. Ça dépend je pense que tu as raison, effectivement, ça dépend. Je pense que qui dit gestionnaire dit leader aussi. Donc, il y a quand même il faut. On ne peut pas cacher toutes nos émotions, mais je pense qu'il reste que les gens vont se tourner vers vous pour être guidés, pour être supportés, justement. Donc, ça vient un peu avec le travail. Il faut être authentique, mais effectivement, il y a une responsabilité. On dit, hein, ça vient comme with the job, là. Il faut quand même se montrer, je pense, assez fort à travers les discussions ou les échanges qu'on a avec nos équipes. D'où, je pense, l'importance de mettre en place ces forums-là, ces groupes d'échanges-là entre gestionnaires pour être capable de supporter les uns les autres. Puis être capable de passer à travers les discussions difficiles, les situations difficiles, parce que effectivement, les gestionnaires aussi, ils vivent de l'anxiété, ils vivent les mêmes stress, on est tous confinés à la maison, on voit les nouvelles qui passent. Donc, assurez-vous dans vos organisations, vous êtes capable de vous donner ce forum-là où là, OK, on peut comme laisser sortir la vapeur, là, excusez, j'utilise un anglicisme, là, entre gestionnaires, se réénergiser, puis après ça, retourner motiver nos équipes. Absolument. On arrive à la fin de notre webinaire, donc merci d'avoir assisté. En fait, je pense que l'objectif c'était de vous présenter des tactiques de communication. Je l'espère que vous avez trouvé concrètes, que vous pourrez vous aussi appliquer dans vos organisations. Et mon défi à moi, c'est dans le fond qu'on puisse gérer cette crise-là, mais de garder vraiment un focus sur l'humain à travers tout ça. Olivier, est-ce qu'il y avait d'autres commentaires qui sont entrés aux questions en guise de conclusion? Oui, je suis en train de regarder, là, il y a des commentaires. Scrum Agile n'est pas une rencontre de suivi, mais sinon Agile, rien n'empêche que cette rencontre répétitive matinale debout ne soit appelée rencontre de suivi ou suivi quotidiennement. Beaucoup de commentaires très positifs pour toi, Julie. Merci beaucoup. Votre présentation était très pertinente et bien structurée. Elle nous permet de valider ce qu'on fait déjà et ce qu'on peut améliorer. Donc, effectivement, tu as beaucoup de praise. Écoute, je te dirais que ça fait
Ça fait pas mal le tour, là. Il y en a beaucoup qui sont rentrés à la dernière minute. Ce que je dirais, là, si on ne peut pas adresser toutes les questions, la semaine dernière, ce qu'on a fait, c'est qu'on a envoyé un courriel suite à la rencontre dans lequel on avait repris les questions et on y a mis des réponses. Donc, on va faire la même chose. Vraiment que ça va être cet après-midi parce qu'il y a une deuxième séance. S'il y a des gens que vous voudriez inviter, dire ah, ça a été intéressant, vous pouvez leur envoyer l'invitation. Donc, de midi à 1h, on va refaire le même webinaire. Et donc, le courriel va être envoyé cet après-midi. Super. Merci tout le monde. Merci, bonne journée, bon week-end par la suite. Merci, Julie.